Bien, bienvenue pour cette troisième web rencontre d'une série de quatre concernant la prévention des actes suicidaires en établissement, aussi bien en établissement sanitaire que médico-sociaux. On a vu effectivement une première session en début de semaine qui était plus une session chapeau sur un petit peu plus l'état des lieux hein, des suicides et des actes suicidaires en établissement sanitaire ou médico-sociaux. On a vu déjà quelques pistes concernant les politiques zéro suicide et ce qu'on pouvait mettre en place, avec notamment la feuille de route nationale pour la sécurité des patients et puis une intervention très remarquée du professeur Fabrice Joland. Mardi, on a parlé du pilier principal de ces politiques zéro suicide, qui était la sécurisation de l'environnement des patients et des résidents. Aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser à l'évaluation du risque suicidaire, en fait, l'évaluation des besoins plutôt, puisque effectivement, l'analyse des actes suicidaires en établissement a permis d'objectiver de nombreux facteurs contributifs à leur survenue. Parmi ces facteurs, on a identifié le défaut de sécurisation des locaux et du mobilier et la gestion des effets personnels. On a parlé largement mardi en webconférence, mais un autre facteur est celui de l'évaluation. On sait que nombre de suicides en établissement, lorsqu'on fait cette analyse, la question du repère d'un patient suicidaire ou d'un résident ou d'une personne accompagnée suicidaire se pose. Avait-on repéré les troubles de l'humeur, l'anxiété, la douleur psychique du patient ou du résident? Lui avait-on posé clairement la question de ses idées suicidaires? Si on avait repéré ces idées, les avait-on partagées? Et avait-on modifié notre conduite à son égard? Lui avait-on proposé un accompagnement spécifique? Et qu'en est-il de la formation des professionnels à ce repérage et l'évaluation des besoins du patient et du résident? Car oui, il s'agit bien de besoins plus que de risques. Le risque n'est qu'une probabilité de survenue d'un danger. On sait qu'on ne sait pas bien le faire en termes de en termes de suicidologie. Par contre, on peut évaluer les besoins d'une personne et évaluer des besoins, cela nous oblige à y répondre ensuite. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à l'évaluation des besoins et la réponse que nous devons y apporter. Dans un premier temps, nous aborderons le sujet des outils d'évaluation. Même si nous l'avons vu avec le professeur Fabrice Joland en début de semaine, ces outils ne sont pas prédictifs, en tout cas peu prédictifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, ça signifie que nous devons leur accorder seulement la place qu'ils occupent, sans faire reposer toute notre stratégie sur ces derniers. L'outil le plus utilisé en France est le RUD. On va voir ce que c'est effectivement dans un instant. On va en discuter les limites avant d'envisager un autre outil certainement plus intéressant et en plus qui a le mérite d'être validé scientifiquement. Pour ça, effectivement, on aura un échange avec le docteur Jean-Luc Duché, psychiatre à Clermont-Ferrand. Je reviendrai effectivement pour le présenter plus avant dans un instant. Et puis justement sur l'évaluation des besoins, le repérage et les outils d'évaluation. Ensuite, on s'intéressera à la conduite à tenir face à ce risque, face à ce besoin et donc, on abordera la mise en place d'une procédure de gestion du risque suicidaire. Et là, je laisserai la parole à Marie-Hélène Roux, qui est directrice qualité, et Wanda Ivano, qui est ingénieure qualité au centre hospitalier du Rouvray, qui nous parleront effectivement de leur expérience sur la mise en place de cette procédure. On reviendra aussi pour vous proposer des outils inspirants qu'on a vus du côté de nos cousins canadiens qu'on a trouvé plutôt intéressant, plutôt que de partir d'une page blanche, ben, partons justement de ce que les cousins canadiens ont fait, qui ont effectivement traité déjà le sujet depuis déjà quelques années. Et on laissera la parole ensuite à Camille Guillain, qui est directrice des soins à la clinique d'Yvelines en région parisienne, qui en fait nous parlera de la manière dont on peut faire en sorte que le patient soit acteur de sa prévention et la prévention de ses actes suicidaires. Et ça, je laisserai Camille nous expliquer comment on peut faire, comment elle a réussi à mettre en place ça au sein de son établissement. On gardera, comme à chaque fois, un temps pour les questions et les réponses parce que j'imagine qu'elles seront nombreuses à la suite de tout cela. On va commencer déjà par évaluer les besoins.
Pour le coup, je vais commencer déjà par vous présenter en fait des outils, en fait un outil qui est celui, en fait, l'outil que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle le RUD. RUD, c'est un terme, en fait, c'est un acronyme pour risque, urgence et dangerosité. On va pouvoir passer à la diapo suivante, puisqu'effectivement, vous l'avez vu, vous reconnaissez un entonnoir tel qu'il avait été présenté par Fabrice Violand en début de semaine. Petit clin d'œil aussi à la psychiatrie. Et en fait, cet entonnoir, il est intéressant pour montrer comment en fait, la crise suicidaire se construit, avec d'abord des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection qui font que c'est pas parce que j'ai quelques idées de suicide que je vais passer forcément à l'acte. Hein, c'est ce que nous expliquait Fabrice Violand en début de semaine. Mais effectivement, ça représente cet équilibre entre les facteurs de risque, les facteurs de protection, éventuellement l'apparition de facteurs précipitants, vont constituer un risque de éventuellement pouvoir imaginer, avoir l'intention de passer à l'acte. Euh, on va évaluer donc une deuxième dimension qui est celle de l'écriture, l'élaboration d'un scénario et sa possible mise en œuvre et les modalités de sa mise en œuvre et son intention de le mettre en œuvre, éventuellement d'avoir programmé sa mise en œuvre. Et là, on va pouvoir évaluer là aussi l'urgence à devoir intervenir, l'urgence d'apparition en fait de ce scénario, et on va pouvoir les classer en faible, moyenne ou élevée. Et puis, pour pouvoir arriver à mettre en œuvre ce scénario, il faut avoir accès à des moyens létaux. Et là, justement, on va pouvoir mesurer cette dangerosité, c'est-à-dire cet accès aux moyens du suicide. Si effectivement le risque est associé à une urgence élevé et l'accès à des moyens létaux, bah, on voit bien que là, on est dans un couloir qui fait que la crise suicidaire est maximale et on a un passage à l'acte qui est probablement imminent. L'idée intelligente du RUD, c'était d'évaluer justement ces trois dimensions, le risque, l'urgence, la dangerosité. C'est un outil qui a été inventé et élaboré au Canada, rapporté en France dans les valises du professeur Jean-Louis Terra, qui a largement expliqué en France qu'effectivement le RUD était quand même un outil extrêmement intéressant pour mesurer le risque suicidaire chez les patients. Et il est largement reconnu en France que l'outil, c'est un outil qui pourrait servir effectivement à reconnaître ce risque. Le temps passant, on s'aperçoit, il y a un certain nombre de méta-analyses qui ont montré que effectivement, bah, c'est un outil qui d'abord n'a jamais été validé scientifiquement. On utilise un outil, alors nous qui nous faisons le chantre de l'evidence-based medicine, on s'aperçoit en fait que bah, le RUD n'est pas un outil validé scientifiquement. Il est utilisé largement. Il a un très grand intérêt, c'est il oblige à comprendre comment fonctionne la crise suicidaire et à avoir une vision holistique du patient. Et donc, en évaluant trois dimensions, celle du risque, celle de l'urgence, celle de la dangerosité. Donc, c'est pas un outil à jeter à la poubelle, mais c'est un outil qu'il faut entendre comme un outil d'évaluation globale du patient et de l'humeur typique du patient. C'est pas un bon outil prédictif. C'est pas un bon outil prédictif parce que déjà, c'est pas une échelle, c'est en fait un score sur trois dimensions, dont une des dimensions, le risque de ne plus bouger du tout et d'être déjà maximal dès lors que vous avez eu un antécédent de crise suicidaire. Vous avez déjà, c'est effectivement déjà ce risque qui est déjà maximum. Donc ça veut dire que votre score va évoluer seulement sur l'échelle de l'urgence, et vous voyez que c'est sur trois niveaux seulement, et potentiellement de la dangerosité. Donc ça fait pas un outil qui varie suffisamment pour pouvoir se donner des idées claires en termes de prédiction. Mais encore une fois, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision holistique du patient.
Donc pas complètement à jeter, mais pas à utiliser en tout cas comme un outil prédictif. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on utilise? Et c'est là où effectivement on va aller regarder d'autres outils, et c'est la diapo suivante. C'est des outils d'échelle idéatoire, par exemple. C'est-à-dire, on va seulement s'intéresser à mesurer. Alors on va continuer à regarder le risque, on va continuer à regarder la dangerosité, mais l'urgence, elle va être plutôt un peu plus quantifiée sur une échelle déjà qui va aller de 0 à 10. C'est une échelle qui va en fait mesurer seulement les idées. On va revenir dessus. Une des échelles, il y en a plusieurs. Il y a l'échelle de Beck, par exemple, hein, qui est une des plus connues. Mais l'échelle de Beck est anglo-saxonne, ce qui veut dire que si je veux l'utiliser en France, je ne dois pas seulement que la traduire en français, je dois aussi la revalider comme outil en français, puisqu'elle a été construite avec une culture qui n'est pas une culture française. Donc, ça veut dire que les preuves scientifiques d'utilisation d'un tel outil doivent être revalidées en français. Ça peut se faire. Mais pourquoi aller chercher finalement une échelle de Beck alors que finalement on a aussi une échelle qui est une échelle de Duché, l'échelle RSD du risque suicidaire de Duché. Et cette échelle est une échelle française construite justement par Jean-Luc Duché. On a la chance d'avoir un psychiatre qui justement euh, ben, a élaboré un tel outil. Jean-Luc Duché, c'est un médecin psychiatre à Clermont-Ferrand qui a longtemps travaillé au CHU de Clermont-Ferrand, qui a travaillé aussi dans d'autres établissements, qui travaille aussi en libéral. Il est clinicien, il est psychothérapeute, il est enseignant et chercheur. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques, et en particulier dans le champ de la dépression et de l'anxiété. Il est l'auteur de plusieurs outils d'évaluation, évaluation du risque suicidaire, évaluation aussi de l'anxiété, évaluation du stress, qui ont été tous validés scientifiquement. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors, ce ne sont pas des outils parfaits, on va le voir, on l'a invité à en discuter avec nous. Il travaille hein, de concert avec le professeur Pierre-Michel Lorca, qui est chef de service de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand. C'est ensemble qu'ils ont effectivement validé cet outil d'évaluation. Il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, donc on l'a interviewé il y a quelques jours et on va vous livrer cette interview. Vous allez voir que c'est une échelle qui est sur une seule dimension. C'est ça qui est intéressant. Ça va de 0 à 10. C'est une échelle qui prend 1 à 2 minutes pour être utilisée. Elle peut être utilisée par tout à chacun. Elle peut même être utilisée par le patient, le résident lui-même, en auto-questionnaire. Et là, son intérêt, c'est de le reproduire régulièrement pour finalement avoir une espèce de score, comme on aurait une espèce d'échelle de la douleur psychique et qui nous permet de pouvoir ensuite mettre en place un certain nombre de mesures. Mais je vais laisser la parole à Jean-Luc Duché, qui en parlera 100 fois mieux que moi. Bonjour Jean-Luc, tu as développé une échelle Parfait. pour l'évaluation du risque suicidaire. Peux-tu nous présenter cette échelle et son fonctionnement? Il y a 11 degrés. Il y a un zéro déjà, c'est important parce que ça permet de suivre la crise suicidaire avant et après, alors qu'il y a des échelles qui n'ont pas de zéro. Ça permet de savoir qu'un patient, ben, il peut ne pas avoir d'idée de suicide, même s'il en a eu avant. Ensuite, de 1 à 5, il y a des idées de mort, 1, 2, des idées de suicide, mais sans intention de passer à l'acte, parfois, souvent, très souvent, les idées. Et par contre, à partir de 6, on est dans un risque suicidaire qui devient beaucoup plus important. D'abord, il y a le désir passif de mort, c'est-à-dire je voudrais mourir, je voudrais m'endormir et pas me réveiller. Donc là, je suis non plus seulement dans l'idée que des idées, ça pourrait être bien de faire ça ou pas bien, mais dont j'aimerais mourir vraiment. Donc il y a un vrai désir de mort. Et puis ensuite, le degré 7, c'est un désir de passer à l'acte, mais retenu par quelque chose. Si j'avais pas mes enfants, je le ferais. Si il n'y avait pas mes parents, je le ferais. Donc vraiment l'envie de passer à l'acte est là. Donc la décision et c'est le niveau intermédiaire d'ambivalence du patient. Et c'est un niveau très important. Il y a beaucoup de patients qui s'arrêtent à ce niveau, heureusement, mais qui vont jusqu'à ce niveau. Au niveau 7, il y a deux degrés, deux demi-degrés. Donc, quand la personne, on a évalué qu'elle était à 7, on va voir si le lien qui retient cette personne est un lien solide. Par exemple, comment vous entendez avec vos enfants. Je m'entends bien avec eux, on va mettre 7A, c'est-à-dire que le lien qui me retient est encore fort.
Ce qui fait que souvent, je n'hospitaliserai pas quelqu'un jusqu'à 7A sur le simple niveau de risque suicidaire. Par contre, à 7B, là, le lien est fragile. Comment vous entendez avec vos enfants? Eh bien, oh, on ne s'entend plus, ils ne me comprennent pas. Chaque fois qu'ils me téléphonent, c'est pour m'engueuler. Là, par contre, le prochain coup de téléphone, il risque de passer à l'acte. Donc la décision n'est pas prise, mais la bascule peut se faire très vite. Et donc là, effectivement, la décision d'hospitalisation devient quasiment nécessaire. Ensuite, le niveau 8, là, la décision de passer à l'acte est prise, mais pas programmée. Le niveau 9, la décision est prise et programmée. Je sais quand, comment, où je vais le faire. Et aussi un double niveau, parce qu'il y a des gens qui disent, qui ont pris leur décision, mais je le ferai que lorsque mon fils aura 18 ans. Et malheureusement, il va le faire à ce moment-là. Mais par contre, on a du temps éventuellement. Et 10, je suis dans le début de passage à l'acte. J'ai décidé à l'acte et je passe à l'acte, je le programme, je suis en train de le préparer. Il faut savoir qu'entre le moment où la décision est prise et les gens qui n'ont pas de plan, de planification peut se faire en moins d'une demi-heure. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Donc, c'est vraiment le niveau de décision qui me semble le plus important. Il faut moins de 2 minutes pour évaluer le risque suicidaire avec la RSD. Tu poses la question, est-ce que vous avez des idées de suicide? Donc, tu évalues d'entrée le niveau 3-4. Si le patient n'en a pas, on va vérifier le niveau 6, c'est-à-dire est-ce que, ok, vous n'avez pas d'idée de suicide, mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, ok, bah, si tu m'endormais sans me réveiller, ça serait super, ou si j'avais un accident, ou même une maladie. Et là, on est au niveau 6, c'est le désir passif de mort. Et le désir passif de mort, pour moi, il est juste en dessous du niveau 7. Dans d'autres échelles, il est au niveau 0. Dans la deuxième partie de l'échelle, si tu veux, tu as une vraie envie de mourir. Dans la première, tu as des idées, mais tu n'as pas envie de mourir. Tu vois encore d'autres solutions. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'il dit non, tu vérifies le niveau 6. Si il dit oui, ben, tu vas directement vérifier le niveau 7. Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez mal, que vous auriez pu faire une bêtise? Ensuite, si le niveau 7 dit non, non, j'ai des idées, mais j'ai jamais eu envie de le faire, tu redescends. Niveau 7 n'étant pas validé. Ce qu'on retient au niveau de la RSD, c'est qu'on prend le niveau le plus élevé. Donc le niveau 7 n'est pas validé. Là, je redescends au 6. Et puis, si le 6 n'est pas validé, eh bien, je reviens à 3, la fréquence des idées de suicide. Et puis, si c'est 7, eh ben, on vérifie si on n'est pas à 8, à 9, voire en train de. Il a déjà commencé de préparer son passage à l'acte. Ça demande de revalider quand le patient répond à un niveau, il faut revalider. J'ai bien compris que c'est bien ce que vous êtes en train de me dire, ça c'est important. C'est un questionnaire semi-directif. Ça permet un entretien structuré pour l'évaluation du risque suicidaire. Quelqu'un n'a pas tous les échelons. Donc on peut sauter comme ça et vérifier par contre tous les échelons importants. Idée de suicide, le 6, il faut y penser régulièrement. On l'oublie, il n'y a pas d'idée de suicide, bon ça va. Non, non, le patient il est 7-1. Qu'est-ce qui rend cette échelle différente d'autres outils, comme par exemple RUD? D'abord, elle est validée, donc c'est une première chose importante. Deuxièmement, la démarche est un peu différente. Le RUD, si tu veux, c'est une échelle qui date des années 80, un peu avant. L'idée, c'était d'essayer de voir en évaluant l'urgence, le risque et la dangerosité, c'est-à-dire le moyen de passer à l'acte qui était prévu. Sauf qu'il faut savoir que 70% des gens qui ont des idées de suicide ont imaginé un projet de le faire, même s'ils n'ont pas décidé de passer à l'acte. Donc ça veut dire que quelque part, le fait d'avoir un projet n'est pas une preuve absolue de si la personne va passer à l'acte. Les antécédents, c'est intéressant, sauf que quelque part, tu sauras que cette personne appartient à une population à risque, mais tu ne sauras pas si cette personne va passer dans les médias ce soir, demain. Et pour Morissette, c'était l'idée que le risque, le R, correspondait à une probabilité que la personne fasse un acte suicidaire dans les 2 ans. Alors moi, ce qui m'importe en tant que clinicien, c'est savoir si la personne qui est en face de moi va passer à l'acte ce soir, demain, où elle en est de sa décision. L'intentionnalité du patient de passer à l'acte. Et en fait, la RSD est une échelle qui évalue le niveau de décision. Ça fonctionne comment, justement, une échelle d'intentionnalité? Bah, déjà de poser la question au patient, c'est assez extraordinaire parce que on entend plein de choses actuellement et depuis des années aussi. Par exemple, il faut téléphoner à la famille pour savoir ce qu'en pense le patient. C'est à nous, cliniciens, j'allais dire, de prendre la décision, de savoir. Et pour ça, il n'y a qu'une personne qui peut nous dire où il en est de son niveau décisionnel. Je ne peux pas savoir les idées de quelqu'un. Parce que c'est lui qui le sait. Et il n'y a que lui.
Donc il faut que je lui pose la question ou qu'il m'en parle spontanément. Il faut savoir que 50% des patients en parlent à leur entourage et à leurs soignants, en particulier à leurs médecins. Donc j'allais dire, les gens répondent relativement facilement. C'est nous qui avons une difficulté, qui avons peur de poser la question. Il faut juste poser la question. Je ne peux pas savoir ce que tu penses tout de suite si tu ne me le dis pas. Et donc, soit tu me le dis spontanément, soit je vais lui demander. Et à partir de ça, en utilisant la RSD, je vais monter les différents niveaux. Si je comprends bien, cette échelle à différents niveaux permet de tracer l'évolution de cette intention au cours du temps. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir reproduire les évaluations de façon très régulière, n'est-ce pas? Absolument, parce que le risque suicidaire fluctue dans un sens ou dans un autre. Et on peut suivre comme ça sur des mois et des mois l'évolution du risque suicidaire. Que chez les jeunes, je peux être à 0, je me fâche avec mon père, je peux passer à 10 rapidement. Mais chez la plupart des adultes, on est dans quelque chose qui se structure progressivement. C'est pour ça que dissocier, comme c'est fait d'autres échelles, entre d'un côté mettre les idées et de l'autre côté mettre l'évaluation des niveaux séparés n'est pas forcément une bonne idée. Moi, je pense qu'il y a une continuation et c'est intéressant qu'il y ait le zéro parce que ça peut redescendre au zéro, mais ça peut remonter et ça permet de suivre la crise tout au long de l'évolution de la crise. Et on voit des patients qui passent à l'acte, ça fait, j'allais dire, 1 an que les choses se préparent, quoi, avec l'apparition d'idées de suicide à ce moment-là. Hmm. Si on en avait discuté à ce moment-là, eh bien, probablement que le patient ne serait pas passé à l'acte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut suivre une évolution qui va grandissante, mais on peut aussi voir l'effet de certains traitements qui vont faire diminuer justement le score, ou voir également cette diminution qui pourrait être un peu trop brutale, alors qu'on n'a pas fait grand-chose en termes de thérapeutique, et qui doit donc être, si je comprends bien, un signal d'alarme, puisque le patient va à cet instant artificiellement beaucoup mieux, car il a enfin trouvé une solution à son problème. Ça, on le voit chez certains patients, effectivement, des patients qui vont très très mal. Et puis le patient, un jour, en paraît serein, on se dit, ben, tiens, j'ai été efficace, je suis content. Mais comme tu dis, c'est artificiel. En fait, ils ont pris la décision. Et c'est quand ils sont au niveau 7 qu'ils sont dans cet état de tension, de lutte contre eux-mêmes, entre j'ai envie, mais je peux pas le faire, j'ai pas le droit de le faire pour ci, pour ça, pour mes enfants, parce que je suis croyant, parce que ci, parce que ça. Et lorsqu'ils prennent la décision est prise, si tu veux, cette lutte n'existe plus et tu les vois complètement apaisés. Ça peut rassurer, mais au contraire, tu as raison, c'est un moment de là où la prise de décision. Et surtout, ils rentrent dans une espèce de dissociation où d'un côté, si tu veux, ils sont dans leur processus décisionnel, ils suivent leur truc, et à côté, ils vont vivre à peu près normalement, comme s'ils étaient doubles. Là, ils veulent plus bien parler. La décision est prise. C'est très compliqué d'aller à ce moment-là, d'arriver à discuter de ce qui est le problème qui fait qu'ils prennent cette décision. On voit tout l'intérêt de multiplier ces évaluations, c'est-à-dire que le risque est non seulement évalué, mais aussi tracé, partagé au sein de l'équipe avec la possibilité de tracer une courbe pour mesurer l'évolution au cours du temps de ce score qui doit justement nous alerter dans un sens ou dans l'autre ou nous rassurer sur les thérapies qu'on a pu mettre en œuvre. C'est un vrai système finalement de monitorage au même titre qu'on monitorerait une douleur. Exactement, tu as tout à fait raison et c'est très important parce que en plus on code donc on met RSD 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis j'allais dire on voit ce chiffre, bon on sait tout de suite à quel niveau on en est et lorsqu'il y a une aggravation et en particulier la cinétique de la courbe nous donne des informations sur le risque de passage à l'acte prochain ou au contraire eh bien on est dans une amélioration et en particulier ce qui est intéressant aussi c'est que la RSD est validée avant et après passage à l'acte. Et ça permet de suivre aussi ce qui se passe après passage à l'acte. Parce que, par exemple, dans l'étude qu'on avait fait, il y avait 50% des patients après passage à l'acte qui n'avaient plus d'idée de suicide. Mais il y en avait encore 50% qui en avaient, et seulement 14-15% qui restaient avec un risque très, très élevé. Mais dans les jours qui suivent, ça peut s'améliorer ou diminuer. Par exemple, quand quelqu'un est hospitalisé, souvent il y a une diminution du risque de passage à l'acte parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a une confiance dans un soin, dans un soulagement qu'on va m'apporter. Et puis, au bout de quelques jours, le risque peut remonter au niveau au score à la RSI, donc ça veut dire que le patient est reparti dans un risque réel éventuellement de passer à l'acte.
Le fait d'hospitalisation apporte un mieux, donc, mais ce mieux n'est pas forcément solide. Il faut être très prudent par rapport à ça. Quand quelqu'un vient d'être hospitalisé, il faut l'évaluer et le réévaluer, eh ben, au moins la première semaine assez régulièrement. Tout simplement en prenant, hier vous m'aviez dit que vous avez des idées de suicide ou qu'elles s'étaient améliorées, ça va mieux, il y en a moins, vous en avez plus ou il y en a encore, voilà. Il faut être à l'aise avec ça. Le patient, lui, c'est notre gène qui le gêne, mais pas le fait d'en parler. Au contraire, s'il est là, c'est qu'il attend quelque chose de nous, il a de l'espoir en nous. L'hospitalisation n'est pas la solution absolue, c'est l'hospitalisation avec un accompagnement des soins et une préparation à la sortie, puisque souvent on a des hospitalisations qui peuvent être très courtes sans préparation de la sortie. Justement, à ce sujet, je crois savoir que cette échelle fonctionne aussi en auto-questionnaire pour être utilisée par le patient lui-même à son domicile, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ce qui était assez intéressant et étonnant, c'est que la corrélation entre les deux échelles, on est à plus de 0,90, donc c'est énorme. Ce qui veut dire que les patients répondent aussi facilement, voire plus, à un autoquestionnaire qu'au médecin directement. Cela vient, je pense, de notre peur qu'on a d'aggraver le risque suicidaire en posant les questions. Au contraire, on n'aggrave pas en tous les cas. Il y a eu la conférence de consensus sur la prévention du suicide en 2000 qui a confirmé que le fait d'interroger le patient n'aggravait pas le risque suicide. Je pense qu'on n'imagine absolument pas le nombre de vies qu'on peut sauver en parlant suicide à un patient plutôt qu'en disant rien. Et j'ajouterais quelque chose, c'est quand on pose une question à un patient, qu'on lui demande s'il a des idées de suicide, il faut faire très attention parce que j'allais dire à peu près une fois sur deux, il va répondre non alors qu'il en a. Tout simplement parce qu'il a interprété la question comme est-ce que vous avez envie de passer à l'acte. Ça, c'est vraiment très très important parce qu'on voit des gens qui ne sont pas pris en charge parce qu'on pense qu'ils n'ont pas d'idée de suicide, alors qu'en fait, c'est simplement une erreur d'interprétation de la part du patient, enfin une incompréhension entre le patient et le soignant qui pose la question. Donc, est-ce que vous avez des idées de suicide? Non. On revalide la réponse. Je ne dis pas que vous le feriez, mais des idées. Et si tu veux, à ce moment-là, tu seras étonné du nombre de patients qui vont dire ah, des idées, oui, ça j'en ai. Souvent, les gens n'osent pas poser des questions, ce qui peut être sur le suicide. Avez-vous des idées de suicide? Il faut choisir le moment où la personne est le plus mal, j'allais dire, où on sent qu'il y a une émotion la plus forte. Mais il y a une façon de faire, c'est tout simplement de demander la question à quelqu'un est-ce que vous avez des idées noires? Mais tout de suite, on enchaîne des idées noires, des idées de suicide, parce qu'autrement, idées noires, c'est pas obligatoirement synonyme, et là encore, il y aura une erreur d'interprétation. Mais ça peut être le mot un peu passe-partout qui permet l'amorce pour ceux qui sont en difficulté pour poser la question. Mais les patients n'ont pas de difficulté, c'est vraiment nous, soignants, qui avons du mal et peur de poser cette question, est-ce que vous avez des idées de suicide? Je suis infirmier aux urgences, je reçois un patient que je ne sens pas très bien, pas forcément parce qu'il a déjà eu un geste contre lui-même, mais parce qu'on vient de lui annoncer un diagnostic un peu lourd, parce qu'il a une pathologie chronique. C'est quoi les trois questions que je devrais lui poser pour repérer avant d'enclencher éventuellement un questionnaire tel que l'échelle de Duché? Lui demander comment ça va, comment il est, comment il est le moral, comment il vit ça. Hein, je crois que c'est la première chose. Et puis on va bien voir à un moment si on voit apparaître, j'allais dire, certaines tristesses, quelque chose, là il est en train de peut-être envisager que sa vie est gâchée, qu'il ne pourra pas faire ce qu'il avait prévu. On peut lui demander aussi la façon dont il voit la prise en charge de sa maladie, comment il voit l'avenir. Et puis, est-ce qu'il le voit comme bon, ok, j'ai un truc là, mais maintenant on guérit beaucoup de choses, voilà, j'ai de l'espoir, ou au contraire, je vois juste que tout est fini. Ça ne veut pas dire que là, il va forcément avoir envie d'accélérer les choses. Lui, on veut enfin ses jours. Mais ce qui me semble important à ce moment-là, c'est peut-être, mais je pense que la plupart des soignants le font, c'est de réassurer en montrant les soins qu'on peut leur apporter et redonner l'espoir. Et chercher le désespoir, si tu veux, qui peut-être, Beck l'avait dit, avait fait une échelle justement par rapport à ça, et c'est chercher le niveau d'espoir que le patient garde ou au contraire il est complètement désespéré. Ou même de demander ce que voilà, votre morale comment il va et quand ça va pas bien à ce moment-là vous avez des idées noires, des idées de suicide, des choses comme ça. En venant toujours en revalidant la réponse négative, je dis pas que vous le feriez, mais des idées. Tu dois partir sur le désespoir en premier pour glisser jusqu'à derrière poser les questions par rapport aux idées de suicide. J'insiste beaucoup sur le fait de réévaluer régulièrement
et de repréciser qu'on a bien compris que c'est bien ça qu'il est en train de nous dire le patient, que c'est de façon à ce qu'on soit sûr que le niveau, c'est bien sûr. Et ne Mm. jamais oublier de vérifier les niveaux supérieurs, et on ne retient que le niveau le plus haut. Voilà, c'était voilà, l'interview de Jean-Luc Duché, hein, que vous pourrez retrouver sans problème en podcast ensuite dans les jours à venir. Rappelons-nous, hein, que c'est ce que nous disait Fabrice Joland en début de semaine, que les patients qui veulent se suicider, ils veulent pas mourir. Ils veulent en fait mettre fin soit à une souffrance intenable, soit une situation dont ils n'arrivent pas à se sortir et que s'ils trouvent c'est la solution pour sortir d'une situation, soit pour pas être un fardeau. Et donc on comprend qu'effectivement, bah, sur des patients qui sont confrontés à des pathologies chroniques, bah, il faut aussi aborder ce sujet. J'ai fait l'analyse systémique d'un accident, bah, pas d'un accident, d'un suicide malheureusement d'un patient en début de semaine. Et c'était un patient qui était parkinsonien et qui ne voulait pas être un fardeau pour sa famille. Et là, l'équipe, malheureusement, n'a pas perçu en fait cette souffrance-là. Et bah, lui, il avait trouvé comme seule solution de ne pas être un fardeau pour sa famille, d'être justement de mettre fin à ses jours. C'est voilà, donc c'est intéressant d'utiliser une échelle. Vous l'avez compris, l'idée c'est de la reproduire pour faire une espèce de monitorage. Encore une fois, avec toute la limite du fait que ce n'est qu'un outil qui permet d'évaluer une intention et donc que ce n'est pas forcément le passage à l'acte et que la principale mesure, elle reste quand même de sécuriser l'environnement, de surveiller le patient, d'organiser, de mettre en place des mesures de prévention et de protection. Et ça, pour bah, rien de mieux que de demander à des gens qui ont mis en place justement toutes ces mesures. Et donc, je vais laisser la parole justement pardon, Marie-Hélène Roux et Wanda Ivano du CH du Rouvray pour nous expliquer justement ce qu'ils ont mis en place en termes de procédure de gestion du risque suicidaire. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Roux, directrice qualité et relations avec les usagers, arrivée au Rouvray depuis 2 ans, ayant fait toute ma carrière précédente au CHU de Rouen et ayant déjà travaillé sur cette thématique du risque suicidaire. Et bonjour à tous, Vendée Vano, donc ingénieur et responsable de la cellule qualité au Rouvray, où je suis en poste sur Rouvray depuis bientôt 3 ans. Donc effectivement, on va vous présenter cette procédure qui est assez récente, hein, dans l'établissement, que nous avons travaillé en groupe pluriprofessionnel, médecins et paramédicaux. Et notamment parmi les médecins, il y a une médecin qui est référente nationale sur cette thématique. Ce protocole, évidemment, il définit les modalités d'accueil et de suivi des patients qui présentent un risque suicidaire. Et alors, cette procédure est uniquement pour les services d'hospitalisation en psychiatrie au CHR. Nous sommes en train de travailler sur une autre procédure qui intéressera nos hôpitaux de jour et nos CMP, puisque c'est quand même très spécifique. Le patient, il vient que ponctuellement, soit la journée, soit que quelques heures. Ce ne sont pas les mêmes ressources qui sont mises à disposition, effectivement, de ces patients-là. Et le même repérage, voilà. Donc, cette procédure s'adresse bien sûr à tous les professionnels qui sont impliqués dans les soins, qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des autres personnels paramédicaux. On a bien mis un focus sur la notion de repérage qui est effectivement une responsabilité partagée par tous les intervenants et évidemment à chaque étape de la prise en charge du patient et que on a mis l'accent également sur la volonté d'être très vigilant sur des changements d'attitude, des comportements inhabituels ou une amélioration soudaine qui serait inexpliquée. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le groupe pluriprofessionnel l'a voulu en fait assez simple et avoir une échelle et des niveaux finalement pas trop nombreux.
Donc, on a bien évidemment un niveau zéro de repérage qui est l'absence d'idées suicidaires, comme vous l'avez dit précédemment. Et parallèlement à cela, bah, la surveillance, elle doit être standard selon les protocoles habituels du patient. On a un deuxième niveau, donc le niveau 1, qui est le patient a des idées noires, mais sans idées suicidaires ou des idées suicidaires fluctuantes et seulement passagères. Et donc cela correspond à une surveillance de niveau 1, qui est l'évaluation régulière du risque et une observation renforcée. Un niveau 2 qui, là, le patient a des idées suicidaires qui sont bien présentes, mais sans intention de passage à l'acte. Et ça donne lieu à une évaluation fréquente du risque et une observation elle-même renforcée. Et enfin, on a un dernier niveau qui est le niveau 3. Et là, effectivement, le patient a bel et bien des idées suicidaires avec intention de passage à l'acte, avec ou sans scénario élaboré. Et donc là, la surveillance est également de niveau 3. Et là, il s'agit d'une surveillance continue, d'une évaluation fréquente du risque. Et ça va jusqu'à la mesure de restriction d'aller et venir qui peut être mise en place. Et bien sûr, toujours avec cette adaptation de la prise en charge. Diapositive. Parallèlement à tout cela, on met évidemment en place des mesures préventives qui vont de l'accueil du patient par l'équipe paramédicale avec évidemment le retrait systématique d'objets piquants, coupants, tranchants jusqu'à l'évaluation médicale. Une évaluation qui est faite, qui est réalisée par le médecin présent ou le PH de garde. Et tracée bien évidemment dans notre logiciel Cortex. Une prescription de surveillance qui est faite par le médecin. En cas d'idée suicidaire, c'est systématique, une surveillance du risque suicidaire basée sur les niveaux que nous venons de voir. Et sans oublier, parce que ça c'est un élément important, l'information au patient et à son entourage, où on communique bien sûr les modalités de prise en charge, tant la surveillance que le traitement et les consignes. Et on documente tout ça bien sûr dans le dossier du patient informatisé. Parallèlement à cela, on sécurise tout un tas d'éléments. Donc, évidemment, l'environnement, c'est-à-dire on fait un état des lieux de la chambre, on retire tout ce qui est mobilier, objets dangereux, on vérifie la fermeture de la fenêtre et du placard. On installe, si possible, aussi le patient en chambre double à proximité du poste de soins. Donc, tout ça étant bien sûr à adapter au cas par cas. On sécurise le patient, comme je le disais préalablement, on retire tous les objets dangereux, non seulement les objets piquants, tranchants, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de ceinture, de lacets, de cordons électriques, de couverts, de sacs poubelles, d'objets en verre, les briquets, les stylos, les solutions hydroalcooliques, etc. Et puis, bien sûr, on peut mettre en place des mesures thérapeutiques en parallèle avec un traitement sédatif à dose efficace. Et en cas de risque majeur, donc quand effectivement il y a une réelle idée de suicide avec un scénario ou pas, eh bien on utilise ce qu'on appelle un kit anti-suicide sur prescription médicale avec une mesure d'isolement ou voire de contention après évaluation médicale. Donc, on a différentes modalités de surveillance. On a la surveillance en chambre, donc comme nous le disions, avec des passages réguliers dans la chambre selon un rythme déterminé avec le médecin et l'équipe en fonction du niveau de risque. Et une vigilance accrue, comme on vient de le voir, avec les objets potentiellement dangereux. Bien... Avec aussi, Oui, pardon, allez-y. Avec aussi, effectivement, le plus possible, tracer tous ces passages aussi sur le DPI. Oui, oui, ça c'est extrêmement important, la traçabilité. Une surveillance, bien sûr, pendant les repas. Alors, en salle à manger, le soignant est à proximité du patient. On compte le nombre de couverts après le repas. Et quand le repas a lieu en chambre, eh bien, selon la gravité, bon, il y a un soignant présent, ce qui n'est pas toujours réalisable. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment selon la gravité. On utilise des assiettes en plastique, des aliments prédécoupés et une cuillère comme unique couvert.
La surveillance des traitements, on fait un contrôle resserré de l'observance des traitements pour éviter tout stockage de médicaments. Et on fait une administration pardon, directe et on vérifie bien la prise effective du traitement. Et après, on a tout ce qui est anticipation et gestion de la sortie des patients. Donc évidemment, l'autorisation est déterminée par le médecin selon l'état du patient. Et dans un contexte de risque élevé, les sorties non accompagnées sont proscrites, sauf cas particuliers et documentés. Alors, comme on l'a dit aussi préalablement, on implique non seulement le patient, mais on implique également son entourage et on met l'accent sur la communication, tout cela pour effectivement établir un lien de confiance. Donc, on contacte l'entourage pour établir cette relation de confiance, écouter leurs observations et recueillir d'éventuels propos inquiétants du patient qui peuvent être apportés par la famille. On informe bien sûr l'entourage avec l'accord du patient concernant l'information sur le risque suicidaire, son évolution et les mesures que nous avons pu prendre en termes de prévention. Voilà. Et puis, on implique également l'entourage dans la prise en charge, tant liée à l'organisation des permissions qu'à la préparation de la sortie. Et bien sûr, quand il y a une permission, voire une sortie, on sensibilise l'entourage aux objets, enfin en tout cas à éviter et Oui. à mettre de côté. Et quand ils viennent en visite, bien évidemment, on les sensibilise aussi à ne pas apporter des objets qui pourraient être dangereux. Et comme vous l'avez dit aussi dans la précédente intervention, bien évidemment, il faut réévaluer régulièrement ce risque et adapter la prise en charge. Donc, il y a un suivi clinique quotidien du patient et un partage des observations en équipe, hein, d'où cette communication extrêmement importante entre les membres de l'équipe, qu'elle soit orale et écrite, des entretiens médicaux réguliers pour évaluer justement l'évolution de l'état psychique par le médecin. On informe le patient, on communique des nouvelles modalités de prise en charge et puis on adapte au fur et à mesure les prescriptions, les consignes, la surveillance selon l'évolution du patient. Et en cas d'aggravation de l'état du patient, bah, évidemment, les soignants ajustent immédiatement les mesures de prévention. Ils alertent le médecin pour adapter la prise en charge. Et pour un patient qui ne présente plus de risque suicidaire, donc qui est revenu au niveau zéro, la prescription médicale de surveillance spécifique est arrêtée, mais on a bien précisé que ça ne dispense pas l'équipe d'une vigilance de base comme tout patient qui est présent dans nos services. Et puis, pour préparer la sortie, eh bien, on communique aux patients la ligne nationale qui est le 3114, qui est évidemment le numéro de prévention du suicide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuit. Voilà. Et puis, on fait aussi une information pour des patients qui sont déjà passés à l'acte sur notre dispositif Vigilance qui permettent un suivi post-hospitalisation et qui constituent un véritable filet de sécurité pour les patients à risque. Bien sûr, tout cela étant en lien avec le référentiel de 2025 de certification qui met l'accent sur la coordination des équipes pour prévenir le passage à l'acte suicidaire. Voilà un peu ce sur quoi nous avons travaillé avec une équipe pluriprofessionnelle et suite à plusieurs réunions de ce groupe de travail. En sachant que la prochaine étape, du coup, comme on l'a évoqué en début de réunion, c'est qu'on veut faire ce même travail pour les structures extra, CMP et hôpitaux de jour. Voilà. Merci infiniment. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. On reviendra, on regroupera toutes les questions à la fin. Mais effectivement, il y a des questions qui vont vous intéresser. Merci de cette présentation extrêmement claire et assez inspirante parce que on voit que c'est dans un service de santé mentale, mais
On voit bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être complètement adaptées dans n'importe quel service et justement qui devraient être adaptées dans n'importe quel service. On en a parlé déjà lundi et mardi, mais là on en reparle. Hein. C'est encore une fois, hein, les suicides ne concernent pas que les établissements de santé mentale, hein, c'est que 53% des actes suicidaires. La- le reste, bah, c'est dans des établissements de médecine chirurgie obstétrique, dans des établissements de SMR ou dans des EHPAD. Et donc, effectivement, il faut pouvoir adapter ces mesures. Là, elles sont effectivement inspirantes. Si vous nous permettrez, on pourra effectivement peut-être en partager quelques-unes pour On inspirer un peu vous, les établissements on vous pour ne pas donnera partir d'une notre page blanche. procédure. Ouais, Voilà. avec grand plaisir. La On se procédure sera permettra. mise dans les ressources complémentaires avec les supports de présentation. Voilà. Et comme justement on parlait de d'autres outils inspirants, en fait, on est allé regarder ben, du côté de nos amis canadiens. Nos cousins canadiens, ils ont effectivement fait un RUD qu'ils ont retiré. Hein. Vous savez que maintenant, ils l'ont même interdit d'utilisation, le RUD, chez eux, parce que justement, ils considèrent que ce n'était pas un bon outil. Alors, ils en ont d'autres. Ils ont proposé notamment une trousse à outils. Alors, peut-être un peu trop, parce que là, du coup, on a, en fonction de chaque situation, de chaque typologie de patient, de chaque type de prise en charge, il y a presque un outil spécifique. Donc là, ça devient compliqué pour former tout le monde sur le sujet, mais peut-être que, en tout cas, ça peut être inspirant pour une structure particulière qui accueille un public particulier d'utiliser un outil qui est adapté au public, parce que adapté au public, c'est aussi s'adapter aussi au langage, à la façon dont il peut comprendre, et puis aussi à son contexte clinique. Hein, on l'avait dit, contexte clinique et social. On voulait juste faire un petit focus sur bah, l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale, qu'on a trouvé extrêmement intéressant. Les Canadiens, je vous l'avais dit lundi, hein, notamment les Québécois, comme dans l'Ontario, ils ont mis en place une politique zéro suicide à l'échelle d'un État. Et donc, du coup, bah, ils ont énormément travaillé sur la formation des professionnels notamment au repérage, mais pas que au repérage, comme vous l'avez vu au stage du Rouvray, aussi à tout ce qu'il faut mettre en place après, une fois qu'on a identifié ce risque-là. Et là, ben voilà, je vous ai mis le lien avec le site de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale. Juste une petite information, c'est que si vous cherchez à avoir les documents, il y a plein de guides téléchargeables, il y a énormément de fiches pratiques. Il faut par contre que vous adhériez à cette association. Le coût de l'adhésion est de l'ordre de 55 euros. Cela dit, on va vous mettre, nous, en lien un certain nombre de documents qu'on a trouvés intéressants comme cela. Alors, ils ne sont pas très visibles parce que l'idée, ce n'était pas de vous montrer le détail hein, des outils, mais vous dire que voilà, en fait, ça fonctionne avec une espèce de grand logigramme. Il y a un logigramme très simple, vous voyez, qu'on retrouve. Alors, ils appellent pas ça le repérage, ils appellent ça la détection. Vous savez que le langage des Canadiens est quelquefois un peu fleuri. Donc, effectivement, la permission, bah, en fait, ils appellent ça le congé, etc., etc. Et il y a comme ça des mots qui sont légèrement différents, mais on voit bien que voilà, l'idée c'est que c'est un logigramme extrêmement simple à appréhender et pour chacune des étapes du logigramme, il y a des fiches pratiques avec des lignes directrices, par exemple, pour effectuer le dépistage du risque suicidaire, avec les moments où on doit faire ce dépistage, les vérifier la présence d'idées suicidaires, comment on fait, des exemples de questions pour poser en fait les bonnes questions, etc., etc. Vous avez comme ça d'autres outils. Si on regarde sur la diapo suivante, vous avez même des outils, vous avez une procédure. Donc, ça sera intéressant, voilà, de vous inspirer comme ça de plusieurs procédures, celle du CHU Rouvray, celle en fait, du CHU de Québec. Oui, c'est un CHU. C'est le CHU de Montréal et en fait, c'est le CHU de Montréal avec une annexe à Québec. Et puis avec derrière des mesures, vous voyez, de remplacement à la surveillance. Ça, on a trouvé ça intéressant. C'est-à-dire que on sait très bien que dans un EHPAD, on va pas pouvoir faire la même chose que dans un hôpital psychiatrique. Mais par contre, bah, il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, on sait que
on va pas pouvoir le faire parce que j'ai pas les ressources. J'ai pas les ressources infirmiers. Et donc, quand j'ai pas les ressources infirmiers, bah, ils donnent des pistes pour se dire, bah voilà, quand vous n'avez pas, voilà comment vous pouvez faire. Voilà comment vous pouvez faire aussi en sorte que le patient, le résident, soit aussi acteur de sa sécurité. Et donc, voilà comment on va l'occuper. Hein, Fabrice Joland l'avait rappelé en début de semaine. Il faut absolument retirer. La crise suicidaire, elle est temporaire. Alors, cette temporalité peut être longue, on est d'accord, mais elle est temporaire. Il faut arriver à passer cet orage. Et pour passer cet orage, ben, il faut retirer tous les moyens létaux, l'accès aux moyens létaux, puisque le patient va chercher autour de lui. Il a un scénario, mais il pourra bien aller chercher autre chose s'il n'y a pas de quoi remplir son scénario. Donc, il faut essayer d'empêcher le plus possible d'avoir accès à un moyen létal, mais il faut essayer aussi de l'occuper. Et puis, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'évaluer un risque, mais c'est d'évaluer des besoins. Ce patient, rappelez-vous que son besoin, c'est de mettre fin à une souffrance. Donc, comment j'arrive à justement peut-être faire diminuer cette souffrance? Comment j'arrive à lui faire comprendre qu'il ne sera pas forcément un fardeau pour son entourage, etc., etc. Et donc, derrière, ben là, il y a plein de conseils qui sont donnés. Je crois que j'avais fait encore une slide juste pour vous montrer, voilà, un autre exemple. Et donc, un petit aide-mémoire pour la planification du congé des personnes à risque suicidaire, c'est-à-dire donc de la permission. Et justement, ensuite, derrière, avec un petit outil, des petits flyers qui sont à remettre aux patients ou aux résidents, mais là c'est plutôt concernant les patients là sur cet exemple-là. On va le voir, et d'ailleurs Camille Guillain nous en parlera dans un instant, sur quelles sont mes ressources aussi pour si ça va pas, comment je peux appeler. Donc on va voir, ça fait le lien avec justement le plan de prévention. Et vous voyez que sur la slide suivante, vous avez des fiches ressources en fonction aussi des publics que vous accueillez. Et là, par exemple, il y a une fiche particulière sur la personne âgée avec derrière des pistes d'intervention pour justement prendre en charge et accompagner des personnes âgées. Voilà, on vous mettra tout ça en lien aussi pour que vous, justement, vous ne soyez pas à vous retrouver devant une page blanche, parce que ça, c'est compliqué. Et on aura effectivement tout ça, vous aurez tout ça accessible pour pouvoir tranquillement vous en inspirer largement. Je m'arrête là pour laisser la place à la dernière intervention de la matinée. Je laisse la place à Camille Guillain, qui est directrice des soins à la clinique d'Yvelines, donc en région parisienne, qui a eu une démarche particulière. Alors, pas innovante dans le sens où ça existe déjà ailleurs, mais là, c'était bien d'aller s'inspirer d'autres pays, d'autres outils pour mettre en place justement un plan de prévention où on va associer le patient et le rendre acteur de sa propre prévention. Plan qu'on peut tout à fait adapter aussi, mais Camille nous le dira, dans le secteur médico-social. Tout à fait. Donc bonjour, Camille Disselin. Donc je suis directrice des soins sur une clinique de psychiatrie. Je suis accompagnée par Laura, qui est infirmière et qui a beaucoup œuvré justement à la mise en place de ce plan de sécurité de la crise suicidaire. Alors c'est un plan qui n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose qui maintenant date un petit peu, qui a inspiré vraiment de la question des Canadiens. Donc on est parti sur la même inspiration que toi, Xavier. Du coup, Léna, si on peut passer à la diapo d'après, qui va permettre effectivement de travailler sur les ressources de la personne. Donc, c'est un outil collaboratif puisque effectivement, le plan de sécurité, il est fait avec le patient. C'est un entretien soignant entre le patient et l'équipe soignante et qui vise vraiment à anticiper et gérer les crises suicidaires. On va s'appuyer pour ça sur vraiment les ressources internes du patient, c'est-à-dire qu'on va lui poser quelques questions, 7, sur finalement qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour aller mieux et qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas. Et du coup, on a fait le choix de le systématiser pour toutes les entrées des patients qu'on accueille. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une population d'à peu près 150 patients
pas à peu près d'ailleurs, on accueille 150 patients qui arrivent pour un trouble psychiatrique et on a adapté cet outil pour que justement les 150 patients, on puisse leur faire passer ce plan de sécurité et qu'on puisse évaluer finalement quelle est la crise psychique qu'ils traversent. Alors, qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce plan de sécurité? On va travailler à travers cette question sur l'identification des signes précurseurs. On va leur demander finalement qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas? Quels sont leurs signes quand ça ne va pas? On est tous différents. Il y a des choses sur quand moi je ne vais pas bien qui vont m'être propres, qui ne seront pas les mêmes que ceux de Laura. Et on va leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place quand ça ne va pas. Finalement, est-ce que aller courir, est-ce que cuisiner, est-ce que regarder un film? Ça, pareil, c'est propre à chacun. Et toutes ces choses-là, on va l'écrire avec le patient. Et puis après, on va passer à l'étape d'après. Finalement, quand ça ne va pas et que ces choses-là n'ont pas mis en place, quelles sont les ressources autour de moi? Quelles sont les personnes que je peux appeler dans mon entourage et qui peuvent m'aider à aller mieux? Et puis, on va cheminer encore avec le patient et puis on va lui demander finalement quels sont aussi les soignants qu'il peut contacter si finalement tout ce qu'on a mis en place, ça ne va pas. Et l'idée, c'est aussi de travailler avec lui sur finalement, c'est quoi les signes et qu'est-ce qu'il peut faire que ça peut aller mieux et de voir avec lui finalement qu'est-ce qui le retient à la vie, qu'est-ce qui fait que finalement la vie peut être belle et de retravailler avec lui sur une note assez positive. Et en fait, là, on travaille à ce que le patient soit vraiment acteur de son soin. On est vraiment dans l'engagement et dans la collaboration de se dire que, oui, le patient, c'est lui-même qui va finalement s'aider et que nous, on va être juste la béquille. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir associer justement l'entourage à ce plan de sécurité et que finalement, le plan de sécurité peut être transmis aussi à son entourage. Alors, on a fait le choix, on y a beaucoup réfléchi, on l'avait déployé sur une unité au départ et puis finalement, on a choisi de le déployer à tout l'établissement et on a choisi de l'intégrer vraiment dans le parcours d'admission du patient pour vraiment travailler à cet engagement patient. Pour ce faire, il a fallu passer certaines étapes qu'on est encore toujours en train plus ou moins de passer, c'est-à-dire qu'il a fallu travailler sur cet outil, reformuler les questions pour que l'ensemble des membres de l'équipe se l'approprient. Et il a fallu beaucoup en parler avec nos équipes parce que c'est un entretien qui est coûteux psychiquement, tant pour le patient que pour le soignant, parce qu'effectivement, il va falloir l'accompagner dans un moment où, dans le moment notamment de l'admission, il est un peu en crise. Et après, on s'est permis justement de le retravailler avec certains patients pour voir si ça parlait ou si ça parlait pas. Alors, finalement, quel est notre retour d'expérience de cette systématisation? C'est que ça ne peut fonctionner que si tout le monde s'y met. C'est-à-dire que pour le coup, ça a été vraiment une idée d'une démarche globale de l'établissement et c'est rentré dans notre culture de soins. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe, que ça passe de la direction jusqu'à l'ASH, tout le monde est sensibilisé à la crise suicidaire. Il faut une formation aux équipes parce que c'est un entretien qui n'est pas si simple. Monsieur docteur Duché nous le disait au départ, c'est pas si simple que de parler de la crise suicidaire et ça reste quelque chose qui peut être angoissant par les équipes et qui a un vrai frein à l'appropriation de l'outil. Alors, le fait aussi qu'on l'ait systématisé, ça a été perçu aussi comme une charge supplémentaire. C'était quelque chose en plus qu'il fallait faire. Et ça a été aussi parfois un peu mal vécu de la part des équipes. Mais néanmoins, le retour est plus que positif. C'est un outil qui sauve des vies. Très clairement, on a eu des patients qui, du coup, parce qu'ils avaient travaillé cet outil-là avec les soignants, ont pu appeler et dire, je vais passer à l'acte, est-ce qu'on peut en parler? Mais voilà, il faut un accompagnement des équipes pour que ça puisse fonctionner. Donc, notre retour, c'est que vraiment, c'est un outil qui améliore la prévention de la crise suicidaire, que ça permet d'en parler, que ça renforce l'autonomie des patients parce que ça les rend acteurs et que du coup, on veut aussi aller plus loin en disant que justement, on va impliquer les familles dans ce plan de sécurité.
Euh, on voudrait aussi aller plus loin parce qu'effectivement, on réfléchit à une solution numérique et donc c'est un outil qui pourrait très bien s'adapter à une application assez facilement. Voilà. En conclusion, enfin voilà, moi je reste fan de l'outil. Laura qui l'a beaucoup déployé aussi, c'est vraiment un outil clé. C'est un outil supplémentaire, c'est-à-dire qu'effectivement ça n'empêche pas, et c'est un outil en plus de l'évaluation qui est faite, que ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être systématisé et que ça met vraiment une collaboration patient-soignant qui est intéressante. Voilà pour la présentation rapide. Merci, merci infiniment à vous deux effectivement d'avoir d'abord mis ça en place parce que je connais le travail que vous avez fait derrière. Il y a une question en fait déjà d'emblée. Justement, je profite que vous avez encore le micro ouvert. On a quelqu'un qui nous demande si vous pouvez justement illustrer avec un cas clinique très bref, en fait, pour voir en fait comment ça fonctionne. Alors, on a eu sur l'unité post-urgence une jeune femme qui avait été vue en entretien, justement. Je ne sais pas si vous voulez en parler, qui arrivait avec une problématique effectivement de passage à l'acte régulier et qui avait fait le plan de sécurité avec Laura dans l'après-midi. Et à la suite d'un appel le soir, à la suite d'un appel avec sa mère qui était assez houleux, passe à l'acte. En fait, dans un moment vraiment d'un raptus anxieux assez important, et qui du coup rappelle sa mère en disant, en fait, j'ai envie de passer à l'acte. Et la mère nous appelle et effectivement, on l'a dépendue, cette jeune femme. Et derrière, elle a pu nous dire une fois plus apaisée que effectivement, elle n'aurait pas appelé sa mère si elle n'avait pas travaillé cet outil-là et si elles n'en avaient pas discuté avec Laura juste avant. Donc, pour nous, ça a été, on était persuadés que ça marchait, mais elle, ça a été vraiment l'illustration. Et c'est vrai que ça permet de discuter de ça. Ça permet aussi de savoir quelles sont justement les modalités de passage à l'acte des patients. Et ça peut, enfin, voilà, ça marche plutôt pas mal. Ah, il y a effectivement Wanda Evano qui disait que s'agit en fait en fait d'une réadaptation du guide de prévention en santé mentale. Oui, Et c'est exactement ça. alors, Ouais, ouais, c'est je vous c'est laisse. effectivement un mixte entre le plan de sécurité de la crise suicidaire développé par les Canadiens et mon GPS développé par Psycom. Ça s'apparente très clairement, et nous on l'a présenté comme ça à notre certification, comme des directives anticipées en psychiatrie. Ça permet vraiment de travailler la question de la crise et de la gestion de la crise avec le patient. Et on est vraiment dans l'idée d'un patient qui est acteur de ses soins et sur lequel on va l'accompagner, nous. C'est un vrai changement de paradigme aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la personne qui sait, mais dans l'accompagnement, et c'est le patient qui finalement va nous donner certaines choses pour l'accompagner. Exactement. J'avais d'autres questions qui étaient d'ailleurs justement peut-être plus pour le CH, mais cela dit, globalement, je pense que tout le monde là peut intervenir. En complément, Xavier, juste Oui, je recite aussi l'interview qu'on avait fait du docteur Gaudier sur Opmalist qui allait oui. dans le même sens sur cet outil. Je vais vous coller le lien vers l'interview dans le chat si vous voulez la regarder ultérieurement si vous ne l'avez pas déjà vue. Oui, parce qu'effectivement, C'est intéressant on aussi. est là, voilà, dans le même, le même principe. Vous avez évoqué le 31-14, on en reparlera demain, puisqu'on a la chance effectivement de les avoir demain. Donc, on pourra déployer effectivement beaucoup plus, parler beaucoup plus de ça, ainsi que de vigilance. J'ai effectivement une question. Si un patient exprime avoir des idées suicidaires avec comme scénario la pendaison, est-il nécessaire d'ôter les objets coupants qui ne sont pas à l'initiale de son scénario? La réponse est oui, en fait, hein. Je pense que, il faut vraiment retirer, hein, c'est ce que disait Fabrice Joland lundi, hein. C'est si j'ai pas, si j'ai accès à aucun moyen létal, bah, je vais pas, voilà, je vais probablement pas mettre mon
mon scénario en marche. Et puis, du coup, je vais en chercher un autre. Si j'en ai pas, bah, je vais justement mettre aucun scénario en marche. Et il n'y a pas besoin forcément de systématiquement les enfermer hein, dans leur chambre, hein. C'est ce que on expliquait effectivement sur le lundi. La plupart du temps, les patients ne errent pas ou les résidents ne errent pas dans l'établissement pour absolument chercher un moyen pour se suicider. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste les laisser dans leur chambre et protéger la chambre. Il va falloir aussi les accompagner et c'est ce que a bien expliqué effectivement nos collègues du CH du Rouvray. Quelle est l'adaptation possible de ces mesures, justement, CH du Rouvray, en EHPAD versus hôpital psychiatrique? Bon, je pense que ça peut tout à fait s'appliquer en EHPAD, parce qu'en plus, pour ne rien vous cacher, le fait d'avoir travaillé sur cette procédure émane d'une sollicitation d'un médecin en gérontopsie. Vous voyez la cohérence effectivement entre la psychiatrie et l'EHPAD. C'est un outil totalement adaptable. L'important étant que, comme pour cette thématique, comme pour d'autres, que la décision soit prise en équipe pluriprofessionnelle, évaluée, réévaluée, tracée, et qu'il y ait un véritable suivi du patient. Ouais. Oui, il y a effectivement, je pense qu'il y a un point important, c'est que là, on va vous mettre en ligne des exemples de procédures, mais surtout de grâce, ne les reprenez pas ex abrupto, surtout retravaillez-les en équipe. Je pense que toutes les deux, vous pourrez, toutes les quatre, vous pourrez nous confirmer que au-delà aussi de la prévention du risque suicidaire, ça ramène du sens aux équipes et Bien dans des sûr. périodes où on a des pénuries de soignants, c'est pas Mm. mal de redonner du sens, je Ah trouve. oui, c'est essentiel. Certain. Parce que là, on est vraiment complètement dans le cœur de métier, hein. Oui. J'avais une réunion ce matin sur le sujet, sur obtenir des moyens complémentaires de formation. Et je crois qu'effectivement, l'idée, c'était de passer que ça passait toutes ces démarches servent à redonner du sens, à fidéliser, à attirer aussi des soignants. Parce que quand on sait que bah, les patients, les résidents évoluent dans un endroit qui va être sécurisé parce qu'on a des process qui sont sécurisés, parce qu'on les va évaluer, bah, nous-mêmes en tant que soignants, on se sent sécurisé. Et on faisait référence à une enquête faite auprès de soignants sur la perception qu'ils ont de leur métier, de du milieu de soins. Et ben, elle est très inquiétante parce qu'effectivement, on les sent très inquiets sur la sécurité, leur propre sécurité quant à exercer correctement leur métier. Je pense que ça, c'est un bon moyen d'amener aussi du sens, encore une fois. Oui. Et puis l'étape ultérieure pour justement continuer à donner du sens, c'est de pouvoir présenter cet outil lors des formations qui sont dispensées sur cette thématique-là par un intervenant extérieur. Oui. Lui-même s'empare de nos procédures internes puisqu'il forme nos professionnels. Mm. Oui. Et alors effectivement, il y avait aussi, oui, la même question pour le foyer d'hébergement et pour travailleurs protégés, sans personnel médical ou paramédical. Alors, je pense que là, pour le coup, vous me confirmerez, mais en fait, encore une fois, la prévention et le repérage et l'accompagnement, c'est pas une affaire de soignant obligatoirement. Non, non, C'est-à-dire bien que sûr. oui, l'évaluation, la décision de mettre en place des mesures un peu plus coercitive. Oui, là, c'est effectivement une évaluation d'ailleurs qui est médicale, Oui. mais sinon, c'est vraiment tous, hein. Ce qu'il faut, hier soir, j'étais au salon infirmier. Il y a une étude extrêmement intéressante sur le temps de contact qu'avaient les soignants, euh, selon la catégorie, avec un patient dans un service de médecine lambda. Le temps avec un médecin sur une semaine, c'est 15 minutes. Le temps avec une infirmière, c'est 1 heure. Le temps avec une aide-soignante, c'est presque 2 heures. Avec une ASH, c'est presque 3 heures.
ben, celui qui a le plus de temps avec le soignant, c'est celui qui va avoir peut-être le plus de chances de repérer le moment où il va pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment former tout le monde. Pareil, D'accord. la secrétaire administrative qui vient pour régler un sujet d'admission, bah, peut-être qu'à ce moment-là, c'est un moment où il y aura peut-être une discussion. À ce que disait Jean-Luc Duchet tout à l'heure, il y a un moment où le patient il va devoir se confier, il ne va pas le dire forcément systématiquement, seulement un sur deux. Les autres moments, c'est le moment où il va y avoir une espèce d'alliance. Et l'alliance, c'est une alchimie qui fait que ça marche avec l'un ou avec l'autre. Et je pense qu'il faut multiplier justement les moments où on va faire ce repérage et mettre en place après des mesures Et de surveillance. d'ailleurs, ça vient aussi en complément de ce que disait Jordan Mouezi mardi, où ils impliquaient les ASH et les administratifs, même dans le tour de chambre. Et je sais qu'il y avait une question lundi, c'était comment faire en fait, enfin, toutes ces mesures avec les problèmes de personnel, enfin, du nombre de personnel qu'on a, mettons, en EHPAD. Et peut-être qu'un élément de réponse, c'est en impliquant tout le monde, enfin tout profil de professionnel, on peut réussir à regagner un petit peu comme ça, de temps auprès du patient. Alors ça résout pas tous les problèmes, mais peut-être que C'est voilà. exactement ce qu'on a dit en préambule. Effectivement, il faut que tout le monde se sente impliqué dans ce repérage et effectivement, tant des personnels soignants que des personnels administratifs qui peuvent donner l'alerte selon ce qu'ils entendent Mm. ou ce qu'ils voient. Mm. C'est vrai que, alors, il y a une question qui est posée, alors qui, à chaque fois, hein, qui complique effectivement les choses. C'est comment on fait pour des personnes en situation de handicap mental avec des troubles psychiques? Voilà, est-ce que c'est adaptable? Il précise que l'établissement est situé à proximité du CH du Rouvray. Ah, eh bien, qui nous contacte par mail, on en discutera, ce sera plus simple. Ouais, ouais. Après, voilà, tout n'est pas. En fait, et c'est pour ça, je veux dire, tout est adaptable. Oui, Euh, et c'est pour ça que, on disait tout à l'heure, vraiment ne plaquez pas systématiquement un outil ex abrupto. Il faut effectivement le recontextualiser. C'est oui, effectivement ce qu'expliquait Camille Guillain tout à l'heure aussi sur l'idée de, bah, on a pris des outils, puis après on les a adaptés effectivement à nos soignants. Je reprends l'analyse à laquelle j'ai participé en début de semaine. C'était terrible quand effectivement les soignants disaient mais non, on va jamais interroger tout le monde sur le suicide. Bah si, 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 il faudrait le faire. Maintenant, effectivement, vous n'allez pas lui poser la question comme ça d'emblée, en disant bonjour, vous pensez au suicide, mais vous allez adapter effectivement parce que sur des pathologies chroniques neurodégénératives, oui, la question de devenir un poids pour son entourage est réelle et donc on sait que un des moyens de sortie qu'ils pourraient avoir, ça sera de mettre fin à leur jour. D'ailleurs, c'était en l'occurrence le cas de ce patient. On a encore, oui, pour l'évaluation, l'affaire de tous, mais à quel moment on alerte et on oriente vers les structures de soins urgentes, les CMP, alors juste les CMP ou autres, cela peut parfois prendre du temps, ce qui rend parfois la gestion complexe et anxiogène. La question est surtout l'orientation après avoir évalué, pas toujours simple. Oui, mais justement, le plan de sécurité de la crise suicidaire, enfin, alors après, on peut tous le réadapter un petit peu à nos pratiques, et c'est vraiment un outil qui est adaptable partout. Ça permet aussi de travailler sur les ressources et finalement de s'apercevoir que le patient lui-même a encore des ressources. Et alors, Laura pourra dire mieux que moi, mais on a eu, nous, un jeune de 15 ans pour lequel alors Laura a beaucoup œuvré pour trouver justement quelles ressources il avait, mais en fait, il y en a toujours. Des fois, ça demande un peu de temps à travailler avec le patient, mais du coup, ça permet aussi d'attendre, d'avoir un professionnel disponible derrière. Et c'est pour ça que cet outil, il est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'appuie et le patient, il a, mais 99% du temps, toujours de la ressource. En fait, on n'a jamais vu de patient et pourtant on les a en crise. Et cet outil, il est déployé aussi aux urgences. Le patient a toujours de la ressource en lui. Et même sur du handicap psychique, ça marche aussi. Par contre, effectivement, il faut adapter.
faut Exactement. adapter. On a une autre question qui est quel est le rôle des équipes mobiles de psychiatrie pour les personnes âgées en EHPAD? Bon, c'est une question Bah, c'est un peu annexe. Oui, oui, bah c'est toujours d'accompagner effectivement les équipes et de travailler avec eux sur des procédures, sur effectivement la gestion personnalisée du patient, son parcours de soins individualisé, voilà, et son plan de soins. Merci beaucoup. On n'a pas plus d'autres questions. Je crois qu'on a fait les. Non, Euh, on peut passer. On avait interrogé le docteur Duché sur des questions qu'on avait reçues dans le oui, formulaire d'inscription, et c'est vrai. notamment sur. Alors j'en ai deux. Donc la première, c'est quelle différence entre des idées noires et des idées suicidaires? Les idées noires, ça peut être simplement je suis déprimé. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai des idées noires, il faut lui poser systématiquement la question est-ce que vous avez des idées de suicide aussi? Ou lui demander qu'est-ce que vous entendez par idées noires? C'est juste pas de morale ou des idées de suicide, tout simplement. Faut, faut- je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le patient qui, lui seul, sait ce qu'il pense. Et donc, il n'y a que lui qui peut nous le dire. Et s'il me dit qu'il a des idées noires, ben, je vais essayer de faire préciser qu'est-ce qu'il entend par idées noires. Et j'ai une autre réponse qu'il nous a apportée. On nous avait demandé sur comment repérer sur un public fragile psychologiquement ou atteint de pathologie psychiatrique ce qui relève de la menace suicidaire, du chantage ou de réels risques suicidaires et de passage à l'acte. Donc, il nous avait. L'intérêt de la RSD, c'est de demander aux patients mais vous avez des idées de suicide, mais vous avez eu envie de le faire déjà à un moment ou à un autre, et récemment, éventuellement, ou vous auriez envie de le faire. Euh, je crois que chaque fois qu'un patient nous dit, j'entends bien ce discours, à une époque, on disait ceux qui en parlent ne le font pas, or c'est totalement faux. On sait très bien là aujourd'hui que 50% des patients en parlent, ils vont le faire ou pas peut-être, mais 50% des patients qui ont des idées de suicide en parlent. Donc le fait d'en parler n'est pas une sécurité absolue que le patient ne va pas en faire, mais simplement qu'il nous appelle à l'aide, qu'il est en train de nous dire j'ai des idées de suicide, euh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc déjà, c'est d'évaluer le niveau de risque suicidaire. On sait que déjà, il est à 3, 4, 5. Donc il faut voir si éventuellement il y a eu des moments. Il ne faut pas oublier le niveau 6, hein, qui est le désir passif de mort, parce que souvent les gens disent non, j'ai pas d'idée de suicide. Oui, mais niveau 6, oui, si ça pouvait tout s'arrêter maintenant, ça serait bien. Or, en fait, le 6, c'est juste avant le 7. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas loin le risque suicidaire devient majeur à partir de 7. En dessous, on est dans un désir passif ou dans des idées sans envie de le faire. Donc là, le passage à l'acte n'est pas décidé en tous les cas. On peut agir, on a un peu de temps pour réévaluer le jeu. Et ce qu'il faut, c'est évaluer le patient régulièrement, reposer. La dernière fois, je regarde mon résultat, le patient était à 6, la dernière fois. Je le revois, la dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez envie de, si vous pouviez vous endormir et ne pas vous réveiller, ça serait bien. Vous avez toujours ces idées-là. Et des idées de suicide, vous en avez. Il y a des moments où vous auriez pu passer à l'acte. Voilà, je crois qu'on enchaîne facilement. Et vous voyez qu'en moins d'une minute, j'ai réévalué le risque suicidaire. Moi, j'ai jamais vu un patient qui refuse de répondre. On va pouvoir clôturer effectivement cette troisième session. Merci encore infiniment déjà aux intervenants. Merci effectivement à l'équipe de la clinique d'Yvelines parce que je sais que vous sortez tout juste de votre certification. Et puis le CH du Rouvray devait rebasculer sur une autre réunion et on les remerciera de votre part fort chaleureusement parce que c'était vraiment intéressant. On se retrouve demain pour la dernière, mais tout aussi intéressante session qui concernera beaucoup plus l'après. C'est-à-dire effectivement comment on accompagne les patients, comment on accompagne les résidents, comment on accompagne les soignants, et puis comment on analyse aussi ces actes suicidaires, comment on apprend aussi de ça, et mais tout ça on le verra demain. Si vous le voulez bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouverai avec grand plaisir demain.